Bienvenue dans le Moment MMA, émission du lundi 28 juillet 2025. Et on commence par revenir sur l'UFC Abu Dhabi, l'événement qui a eu lieu samedi soir. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, j'ai posté des vidéos au fur et à mesure de la soirée, à partir du main event des prélims, qui était le combat de Bryce Mitchell. J'ai posté après chaque combat ma réaction à chaud, donc je pense que ça peut en intéresser certains. N'hésitez pas à aller voir ça. Et je vais démarrer avec Reiner Derrider qui s'est imposé face à Robert Whittaker. En conférence de presse, on lui a posé la question: à quel point étais-tu touché dans le troisième round? Le troisième round, hein, rappelez-vous, c'est quand il envoie ce coup de genou et il se fait contrer par un overhand très puissant de Robert Whittaker. Ensuite, il prend une bonne session de Grand and Pound. Et il a été assez honnête, hein, dans sa réponse. En réalité, il ne s'en rappelle pas vraiment, il ne se rappelle pas trop de ce qui s'est passé à ce moment-là, mais il a survécu, il a même remporté le combat. On peut en déduire donc, hein, que le menton est tout de même assez solide, même si bien sûr prendre ce genre de coup de façon répétée au fur et à mesure des combats, ça ne sera pas bénéfique pour sa carrière sur le long terme. Et puis, il a aussi expliqué qu'il avait dû s'adapter au fur et à mesure du combat, qu'il avait dû écouter ses coachs qui lui ont dit: surtout lève tes bras, garde les mains hautes, il faut te protéger et joue beaucoup avec ton jab. C'est grâce à ce jab que tu vas réussir à troubler Whittaker et surtout que tu vas l'empêcher de rentrer. C'est vrai que dans le premier round, Whittaker il avait un bon 1-2, un jab plus bras arrière en ligne qui passait plutôt bien. Et d'après lui, le jab a été le point tournant de ce combat. La stratégie s'est ensuite articulée autour de ce jab. Ça l'a aussi aidé à trouver sa distance. On parle beaucoup des coups de genoux, c'est vrai, c'est devenu sa signature. Attention peut-être dans le futur à ne pas en faire trop, parce qu'il va être attendu sur cette technique. Surtout qu'il a souvent les mains basses, hein, quand il envoie les genoux. Il a failli le payer cash dans ce combat-là. Mais en tout cas, Reiner Derrider qui remporte ce combat face à Whittaker. Très sincèrement, suite à son premier combat au sein de l'UFC, c'était face à Gerald Meertschert, je n'aurais jamais dit qu'il en arriverait à ce stade-là et qu'il arriverait à battre un combattant de la trempe de Whittaker. Mais c'est chose faite. Il a aussi déclaré que maintenant, place au repos. Il se demande parfois comment c'est possible d'enchaîner les combats, d'enchaîner les camps d'entraînement et que son corps tienne le coup. J'en ai parlé justement dans mes petites vidéos, j'en avais parlé aussi la semaine dernière. Et puis Michael Bisping qui lui fait une blague assez drôle. Il lui parle de ce chaos, hein, de ce knockdown quand il a été envoyé au tapis au troisième round. Et Derrider lui dit: ah, franchement, faut que je revoie. Je me rappelle plus vraiment comment ça s'est passé. Je pense que je n'avais pas les mains hautes. Et Bisping lui répond: non, par contre, t'avais le menton bien haut. Franchement, la blague était plutôt bonne. Et puis on a aussi Bonical qui a réagi, c'était le dernier adversaire en date, hein, de Reiner Derrider, et qui l'a félicité en avouant qu'il a encore du chemin à faire, hein, lui, Bonical, mais qu'il va continuer de s'améliorer et que pourquoi pas un jour les deux pourront de nouveau s'affronter. Bien sûr, ce n'est pas à l'ordre du jour, hein, là, Reiner Derrider, il y a fort à parier que son prochain combat ce sera face à un adversaire classé devant lui. Et dernière petite chose qui a été soulevée pendant la conférence de presse et qui est très vraie, c'est que Derrider, non seulement il a enchaîné les adversaires dans une catégorie de poids dans laquelle, on le sait, c'est compliqué pour lui de faire moins de 84 kilos, ça lui demande un régime très strict, même quand il n'est pas dans son camp d'entraînement. Vous me direz, cette dernière année, il a été quasiment tout le temps en camp d'entraînement, c'est pas faux. Et surtout, il a affronté des adversaires au profil très varié. Tu as eu Merchert, qui a un peu le même style que Derrider, hein, un pied-point pas terrible, mais un très bon grappling, un très bon JJB, Bonical qui est plutôt un lutteur, Holland qui est plutôt un striker, et là Whittaker qui est un combattant assez complet, avec un style bien à lui bien sûr, et Robert Whittaker, hein, qui a répondu que la défaite faisait mal, qu'il a l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour remporter la victoire, mais que malheureusement la pression que lui a fait subir son adversaire a fait toute la différence. Je vous disais, ce serait quand même assez drôle que Dricus du Plessis et Reiner Derrider finissent par s'affronter pour la ceinture, parce que là, debout, les échanges, ce serait vraiment très particulier. Et ce que je disais dans la vidéo dédiée au combat de Derrider, c'est comment amener des amis qui ne suivent pas le MMA, les mettre devant ce potentiel combat DDP contre Derrider, et leur dire: regarde, ça c'est l'élite de l'UFC en moins de 84 kilos. Je pense que si les gars sont des puristes du pied-point, comme ça a été le cas pour l'un d'entre vous qui m'a dit: j'ai regardé le MMA avec des amis fans de pied-point,
Ils ont un peu rigolé en voyant des Readers, c'est vrai. Et puis je vous disais aussi, hein, pourtant c'est un Néerlandais. Les Néerlandais, ils ont fait les grandes heures du K1 à l'époque. C'est quand même fou de se dire qu'il est censé être l'héritier de ces gars-là. Et on a Fredoug qui me dit, et le plus drôle, c'est de se dire que la famille de Dricus du Plessis est très probablement originaire des Pays-Bas. C'est vrai que je ne l'avais pas souligné, mais comme quoi, parfois, les choses sont assez étranges. Je vais vous parler aussi de Bryce Mitchell qui a réussi ses débuts en poids coq. Lui, il venait des poids plumes, on s'en rappelle, son dernier combat, une défaite face à Jean Silva. Lui aussi, il faut savoir qu'il a un trou noir. Il a pris un coup de genou au premier round qui aurait pu être fatal. C'est pareil, je le dis dans la vidéo dédiée, mais ses entrées de takedown, c'est parfois assez lisible, ça n'est pas assez explosif, je trouve, ou pas assez bien masqué, pas assez masqué avec des faces de pied-point ou des faces d'anglaise. Donc il prend un coup de genou en contre. Il le dit, la fin du round, je ne m'en rappelle pas. Je sais que j'ai survécu, mais je ne me rappelle pas très bien de tout ce qui s'est passé. Mes coachs m'ont dit que j'avais pris un coup de genou, donc je leur fais confiance. Vous me le dites, je vous fais confiance à vous aussi. Je crois que c'est dans le deuxième ou le troisième round, il se fait contrer une autre tentative de takedown avec un étranglement. Et là encore une fois, il l'assure, il y a eu 10 secondes pendant lesquelles j'ai manqué d'air, j'ai cru que j'allais m'endormir, mais tout s'est bien passé. Il dit aussi que chez les poids coqs, les combattants sont plus rapides. Par contre, il est content parce que son cardio a très bien tenu et il pense avoir un meilleur cardio aujourd'hui chez les coqs qu'à l'époque chez les poids plumes. J'avais mis aussi dans la soirée, j'en ai parlé, est-ce que ce climat d'Abu Dhabi ne peut pas nuire à certains combattants? Il a dit que lui, pas du tout. Le climat là-bas, en réalité, est assez proche de celui qu'il connaît en Arkansas. Et c'est un climat qui lui va très bien. C'est quelque chose qu'il apprécie. Il aurait maintenant voulu faire un combat un peu plus divertissant, il le dit. J'ai beaucoup été en position dominante, mais j'en ai pas fait grand-chose. J'aurais aimé divertir un peu plus les fans, mais je n'en ai pas été capable. Ça a été le combat le plus dur de ma carrière jusqu'à maintenant. Et puis un journaliste lui dit, tu as battu Saïd Nurmagomedov, pourquoi ne pas continuer avec les Nurmagomedov et prendre Oumar? D'ailleurs, je rappelle que Saïd et Oumar Nurmagomedov n'ont rien à voir, ils ne sont pas de la même famille, on en avait déjà parlé. Et Mitchell dit en souriant, c'est vrai, on pourrait faire les Mitchell contre les Nurmagomedov. Mais comme je suis le seul Mitchell, en fait, c'est moi qui dois tous les affronter. Je n'y crois pas. La rumeur, c'est que Oumar Nurmagomedov va affronter Mario Bautista. Une rumeur insistante. Ce sera un main event en 5 rounds. Mitchell, je pense qu'il est encore un petit peu loin, d'après moi. Mais comme on parle de Mitchell, j'ai vu passer un tweet et je pense que c'est une information qui est vraie. Ça a été le premier combattant à l'UFC, dans l'ère moderne en tout cas, à avoir son short personnalisé, hein, avec ce camouflage un peu de chasseur. C'est vrai qu'il avait beaucoup demandé après ses combats d'avoir ce short. Dana White lui avait donné, et ensuite les autres sont arrivés, les Pereira, les Poirier, etc. Mais c'est vrai, dites-moi ce que vous en pensez, mais je crois en réalité que ça a été lui le premier, c'est peut-être lui qui a été l'élément déclencheur. Petroyan lui aussi s'est imposé et il a conforté sa place de top combattant dans la catégorie justement des poids coqs, tout comme Bryce Mitchell. Maintenant, on parle beaucoup d'une revanche contre Merab Dvalishvili. Il avait perdu le premier combat, on s'en souvient. Que donnerait une revanche? Beaucoup pensent que Merab le dominerait une fois de plus. Lui, forcément, il ne voit pas forcément les choses sous cet angle. Et ce qu'il dit, c'est que maintenant, il sait à quoi s'attendre, il sait comment combat Merab Dvalishvili. Et donc, les choses seraient d'après lui bien différentes. Mais comme je le disais, si on a Oumar Nurmagomedov et Bautista qui s'affrontent, j'ai peur que le vainqueur de ce combat, lui, obtienne pour le coup sa chance pour le titre et que Petroyan, malheureusement, doive encore attendre. Forcément, c'est un sujet qu'il a évoqué, hein. Il explique que Oumar Nurmagomedov a perdu son dernier combat, qu'il n'a pas recombattu depuis, mais que lui, il a cette option d'attendre et de ne pas s'entraîner. Et puis les choses lui tombent dans le bec, alors que lui, Petroyan, il doit agir, il doit travailler, il doit aller combattre pour se faire sa place, parce que ni ses frères ni ses sœurs n'ont eu une carrière à l'UFC, et donc lui ont permis d'avoir quelques privilèges. Sinon, dans cette soirée-là, je reviens pas sur tout dans le détail, hein. Allez voir mes vidéos, ça dure entre 4 et 8 minutes, j'ai fait les choses assez rapides. Magomedov, Charapoudine qui bat Marc-André Barriault, il a eu chaud lui aussi, ça aurait pu s'arrêter. Maintenant, l'idée d'après moi, hein, c'est qu'il a de très bons déplacements et que son travail au clinch, le Thai clinch, hein, est vraiment excellent. Et il n'y en a pas beaucoup dans la catégorie qui vont réussir à rivaliser pour ce qui est du Thai clinch. Il envoie des bons coudes, il envoie des bons genoux, il arrive à créer cet espace entre lui et son adversaire pour venir pénétrer avec les genoux. Félicitations à lui, je dis pas que le reste sera facile, bien sûr.
Assou Almabayev qui prend une victoire aussi. J'ai bien aimé sa lutte, il est ultra explosif, ultra rapide. Et puis Guskov qui a puni Nikita Krylov. Krylov il se prend déjà une première alerte en début de combat en envoyant un coup de pied isolé, il se fait contrer. Il réitère quelques minutes plus tard, là ça a été le chaos. Elle est venue en ligne, le coup de poing est venu en ligne, c'était magnifique. Fin de la soirée pour lui. On a Islam Makhachev qui a été interviewé sur le fait que Ilia Topuria soit le nouveau numéro 1 pound for pound. Makhachev a très bien réagi, il explique que c'est du marketing, maintenant Topuria est numéro 1, donc quand les deux vont s'affronter, lui et Topuria, l'histoire est toute trouvée, le vainqueur sera le meilleur combattant pound for pound de la planète. Je pense en effet que Makhachev a raison, et puis il a aussi dit qu'il allait très certainement affronter Jack Della Maddalena au mois de novembre, que l'accord est fait à 90%, ils attendent juste la confirmation. Arman Tsarukyan qui a été assez vocal ce week-end, j'en ai parlé un petit peu, il a eu quelques mots pour Paddy Pimblett. Il explique qu'il ne mérite pas du tout sa place dans le classement. Il a battu Tony Ferguson qui était sur une série de défaites de dingue. Puis Bobby Green qui lui aussi était sur une mauvaise série. C'est pas forcément vrai. Green avait battu Jim Miller juste avant. Et voilà, Bobby Green, on est tous bien d'accord pour dire que c'est pas le futur de la catégorie. Et là, il vient de battre Michael Chandler qui lui aussi est sur une sale série. Donc voilà, on fait beaucoup de bruit pour Pimblett, mais en fait l'UFC lui aurait donné des combattants plutôt faciles, si je dois résumer rapidement la pensée de Tsarukyan. Alors moi, Pimblett, quand il arrive à l'UFC, j'étais assez dur avec lui, je le voyais pas aller aussi loin, un peu comme des Reader, vous voyez. C'est vrai quand même que sa dernière performance face à Michael Chandler m'a un peu fait changer d'avis, je dis pas qu'il va être champion, mais ça restait une prestation très solide contre Chandler. Ok, c'est Chandler, qui peut parfois avoir des game plans pas toujours très intelligents, mais qui amènent quand même une certaine menace. Lui ne s'est pas fait piéger, il a fait ce qu'il avait à faire, donc j'ai un peu changé d'avis sur lui, même si bien sûr je ne suis pas convaincu qu'on parle là du futur champion. Il a aussi parlé de Tsarukyan, ça j'en ai parlé ce week-end justement dans les petites vidéos, que le Daghestan à l'heure actuelle c'est le meilleur endroit pour s'entraîner sur la planète. Et que la Géorgie, lui c'est un Arménien mais qui est né en Géorgie, il vient d'une famille arménienne. La Géorgie ça va exploser, mais il faut attendre que Merab par exemple et Topuria finissent leur carrière, qu'ensuite ils vont peut-être rentrer au pays, ouvrir des salles, faire venir des coachs, etc. Et que la Géorgie ayant de très bons boxeurs, de très bons judokas, de très bons lutteurs, forcément ça va prendre, mais il va falloir attendre un petit peu parce que Topuria aujourd'hui s'entraîne en Espagne et Merab s'entraîne aux États-Unis, donc ce ne sont pas des purs produits du MMA géorgien. Et il a aussi proposé justement à Topuria de l'affronter et de faire un pari à 500 000 $, c'est-à-dire que le perdant devra donner 500 000 au gagnant. Dan Hooker qui lui aussi est dans cette catégorie, il veut revenir au mois de novembre, il serait remis de sa blessure, et il fait un petit tweet assez drôle. Est-ce que quelqu'un peut réveiller Charlie Olive, donc Charles Oliveira, et lui dire qu'on va s'affronter au mois de novembre? Et après il dit petite note sur le côté, Arman Tsarukyan est une salope, et il peut aussi y avoir le droit, Daddy est à la maison, papa est à la maison, et il a aussi ajouté ensuite dans une autre interview, Dan Hooker, qu'à l'heure actuelle, il était le seul à vouloir affronter Tsarukyan, que tout le monde l'évitait. Ça, c'est peut-être pas forcément faux, je pense que Tsarukyan, il y en a beaucoup qui ne veulent pas tirer son nom pour le prochain combat. Dan Hooker serait partant, maintenant j'ai quand même Tsarukyan largement favori dans ce combat-là. On parlait de Michael Chandler, on a Tom Aspinall, le champion des poids lourds, qui nous a donné son avis sur l'américain, et il le dit, c'est rien de personnel contre lui, mais il a vraiment un très mauvais fight IQ, il y va à fond, il envoie tout ce qu'il a, il swing dans tous les sens, tout ce qu'il fait c'est à fond, c'est quand même un peu bizarre pour quelqu'un qui a une telle expérience, je suis assez surpris. C'est vrai que Chandler, on peut beaucoup lui reprocher, maintenant est-ce qu'il en serait où il en est à l'UFC s'il n'avait pas ce style? Ça lui coûte peut-être des combats, mais ça lui fait gagner de l'argent, ça lui fait gagner l'amour des fans et l'amour de Dana White. Maintenant, c'est vrai que pour construire une carrière et devenir champion, ça n'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Le week-end prochain, on devait avoir un main event chez les flyweight entre Amir Albassi et Tatsuro Taira. Rumeur à l'heure où j'enregistre, rien de confirmé, il semblerait que ce main event ne soit plus d'actualité. Ce n'est pas Taira qui serait blessé, ce serait plutôt Albazi, pardon. Même si on est sûr de rien, en plus Albazi il a déjà eu pas mal de blessures dans sa carrière, il a déjà dû se retirer de quelques combats. Donc les choses sont à confirmer, mais j'ai l'impression que c'est la direction qui est en train de prendre l'histoire.
En parlant de blessures, on va parler maintenant d'Aaron Pico. Vous savez que Evloev s'est blessé et les deux ne peuvent donc pas s'affronter comme c'était prévu. Donc Aaron Pico avait proposé à Evloev, s'il était prêt, de l'affronter à Chicago le 16 août prochain. Apparemment, Evloev n'est pas prêt et c'est Lerone Murphy qui prend le combat. On devrait avoir ici une bien belle opposition. Petite pause dans les actualités, je vous lis un de vos messages assez intéressant. La semaine dernière, on disait que Adesanya était prêt à affronter Strickland, mais que Strickland ne répondait pas à son appel. Et j'ai Zeritrex qui me dit: si Adesanya contre Strickland a lieu, je pense honnêtement que Strickland gagne la revanche. Adesanya est en déclin, il est sur 3 défaites d'affilée. Pour moi, Strickland a toutes ses chances. Alors je ne sais pas, je dirais quand même que Strickland n'est pas non plus sur une super dynamique, hein. Quand il a affronté Costa, c'était pas génial. Ensuite, il a perdu très largement contre DDP. Adesanya, il perd contre DDP, mais il fait de belles choses. Il perd contre Imavov, mais il fait de belles choses. Donc je ne sais pas, très sincèrement, j'en sais rien. Ça serait peut-être un combat assez serré finalement, un combat d'anciens champions. Est-ce qu'on peut dire un combat de pré-retraité? Peut-être aussi, mais c'est un combat en tout cas que je regarderai avec grand plaisir. Gilbert Burns, lui, a fait savoir aux médias américains MMA Junkie qu'il aimerait revenir contre Daniel Rodriguez, pourquoi pas au mois de décembre ou au mois de janvier. Et puis on termine avec une petite statistique. Stephen Thompson, suite à sa dernière défaite, ne fait plus partie du top 15 de la catégorie des poids welter. Il faut savoir que ça faisait plus de 10 ans qu'il était dans le top 15. Il était rentré la première fois le 13 juillet 2015. Et avant de nous quitter, une petite information. Je vous ai parlé vendredi de Brock Lesnar qui a été suspendu de la WWE. Je vous disais que je ne savais pas pourquoi. Et on a Switch Bladé qui me dit: pour Brock Lesnar, c'est à cause de l'affaire Janelle Grant autour de Vince McMahon. Même si Brock Lesnar n'est pas accusé directement, son nom apparaît dans l'affaire et c'est pour ça que notamment à la WWE, ils le mettent de côté pour l'instant. Merci, je n'avais pas du tout l'information. Au moins maintenant, tout le monde sait. Les amis, merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mes petites vidéos du week-end où je débriefe combat après combat. Suivez-moi partout gratuitement, notamment sur Discord, et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo dédiée à l'actualité des arts martiaux mixtes. D'ici là, portez-vous tous très bien, salut!